Mercredi, le 24 mai, j'ai toujours des problèmes techniques, mais vous ne le savez pas. Hein? Ma carte pour enregistrer était pleine. Fait que ça a arrêté en plein milieu. On recommence. Cette semaine, il va faire fret. Il va faire fret. Le linge, qu'est-ce qu'on fait avec le linge? L'expropriation, je vais parler de ça. En agriculture, est-ce qu'on doit sortir du rang ou rentrer dans le rang? Il y a un nouveau livre que j'ai pas lu, mais bon, je vais en parler pareil. Hein? Walmart va bien tout le temps. On va parler de ça. Si t'attrapes un siffleux, appelle pas la ville. Te dis ça, puis je te dis rien. Non, tu peux pas appeler la ville, surtout pas si tu habites à Kirkland. Hein? L'énigme du jour, le 24 mai 1980, cette chanson-là est au top du Billboard. La chanteuse s'appelle, vous allez trouver son vrai nom, c'est le vrai nom et la chanson que je cherche. Elle s'appelle Debbie Harry. Elle est née le 1er juillet 1945, quand même à 55 ans, 35 ans, 1980. 50 à 35 ans. 35 ans, le hit. Elle échappait au tueur en Syrie en 1972, Ted Bundy. Quelle chanteuse que je recherche et quelle chanson? Vous allez l'avoir dans la tête. Si vous ne la reconnaissez pas, là, quand je vais vous donner la réponse, vous allez dire « Je le savais. » Ouais, cette semaine, ça va, il va faire fret. Il va pleuvoir puis il va faire fret. Hein? Le gel au sol et faut vivre en agriculture pour comprendre. On est pressé au mois d'avril et de mai de rentrer dans les champs, de semer. On est anxieux parce qu'on ne sait jamais quand la mauvaise température va arriver. Puis des fois, on prend des chances de semer un petit peu plus tôt parce qu'on va arriver sur les tablettes en premier, pas en même temps que tout le monde. Donc, c'est une question de course. Hein? Mais là, cette année, la course est moins drôle parce qu'il fait froid. On l'a vu dans les journaux en fin de semaine, puis si vous êtes passé dans des places agricoles, vous le voyez, il y a des polytènes partout. On travaille la nuit pour allumer des feux, mettre de l'eau, pas chez nous. Hein? J'ai planté ma citrouille, elle n'est pas sortie encore, donc probablement que je suis correct. Sinon, on va le replanter. C'est comme ça. J'ai pas planté mon maïs, ni mon soya, ni mon tournesol encore. On est en train de mettre encore des engrais au champ, des bouts biologiques. Donc, et souvent, là, avant le 2 juin, c'est toujours risqué au Québec de semer. On prend des chances et des fois, on se fait avoir, puis des fois, c'est payant, tout simplement. Cette semaine, ça sera pas drôle. Ça sera pas drôle autant pour les vignobles que ceux qui font des légumes au champ vont trouver la semaine un petit peu longue, malheureusement. Hein? La mode, hein? Vous voyez, moi, j'ai déjà été fashion victime. Ben oui, je t'achetais du linge. Ça me prend cette nouvelle bébelle-là. Honnêtement, c'est terminé, ce moment-là, là. Et c'est pas parce que je vieillis, tout simplement que c'est inutile de changer de linge pour changer de linge. Un bon vieux t-shirt fait la job. Mais là, l'Union européenne veut légiférer contre le gaspillage des linges invendus. Parce que j'ai vu un reportage, honnêtement, au Kenya. Kenya, la poubelle du monde du linge. Hein? Dès que quelque chose est plus dans la mode, au lieu de le mettre à rabais pour que vous achetiez le morceau à rabais au lieu de la nouvelle bébelle overpriced, parce que c'est ça le linge. Hein? T'arrives avec un nouveau linge, il vaut cher, puis après ça, on s'entend, le t-shirt que j'ai sur le dos a probablement coûté 50 cents à faire quelque part. Là. Peut-être au Canada coûterait plus cher, mais c'est quelque chose qui a beaucoup de marge, le linge. Donc, ils peuvent se permettre de le jeter aux poubelles, mais là, cette chose-là, c'est interdit. C'est la deuxième plus grande pollution derrière le pétrole. Donc, l'Union européenne veut interdire ça. Donc, à suivre. C'est quand même spécial qu'au Canada, quand même, on n'est pas tellement précurseur sur des grands changements mondiaux. Hein? C'est souvent l'Union européenne qui fait des grands changements et la Californie, puis nous, on va suivre éventuellement là-dessus. Et pourtant, c'est bizarre parce que la mode, hein, vous avez tellement peur du changement. Moi, demain matin, j'arrive au bureau puis je te dis, je fais un changement ici. Moi, vous le dire tantôt, vous allez capoter. Hein? La mode va arriver. Demain, on annonce un changement. Vous allez le regarder en maudit. Hein? C'est quand même spécial. On a peur du changement. Pourquoi? Parce qu'on ne le sait pas, tout simplement. Hein?
On ne sait pas encore si on est en récession économique, mais on est en récession de sexe dans le monde. Hein? 30% des hommes ont dit qu'ils n'ont pas eu de relations sexuelles depuis un an et 20% des femmes. Donc, les femmes ont plus de sexe que les hommes. Ouais. Et à Outremont, en fin de semaine, il y a eu un pamphlet qui était justement passé dans les maisons disant que pour de faire un enfant de moins. Mathieu Bock-Côté en parle dans les journaux. Mais quand même, je voulais vous dire là, que si jamais tu fais partie du 30%, dis-toi que tu n'es pas seul. Ça change rien. OK? Ça change rien à tes situations. Tu peux pas encore le dire parce que c'est pas le genre de choses que tu te vantes. Hein? Puis comment ça va? Fait un an pas baisé. Ça part mal une conversation. Là. Surtout si tu parles avec quelqu'un du sexe opposé. Hein? Et la conversation, vous dites, oh, là, il m'a poussé d'ici. Tout est relatif, hein? Si c'est une fille qui dit comment ça va? Fait un an que j'ai pas baisé, ça te le dit, tu fais comme là, je m'en viens du côté mon oncle, mais tu fais comme oh, ok, je peux te rendre service. Ah, ben tu sais, non. Pas drôle pareil. C'est pas drôle pareil. Écoute, il y a une nouvelle loi sur l'expropriation. C'est pour ça qu'on n'entendait pas parler beaucoup Geneviève Guilbeault à préparer un nouveau projet de loi. Moi, ça me fait capoter. Il y a des projets de loi tout le temps. C'est presque impossible à un moment donné de suivre un nouveau projet de loi. Puis après ça, on va se faire dire nul n'est censé ignorer la loi. Je veux bien croire, mais t'en votes une nouvelle par jour. Hein? Ils veulent baser ça sur la valeur marchande au lieu de la valeur du propriétaire. Et moi, je pense, quand j'entends expropriation, je pense à l'aéroport Mirabel. Hein? Le scandale de l'expropriation. Il avait exproprié les gens. Et là, ben, ils veulent faire la ligne bleue ici. Donc, à Montréal, ils veulent avoir l'expropriation. Puis, tu sais, l'expropriation veut dire que tu t'en vas. Hein? Tu te fais tasser de chez vous. Il y a un prix à payer pour ça. Il y a le prix pour moi et le premium qu'on paye. Hein? Parce qu'on pense souvent à des entreprises, mais il y a aussi des particuliers, des rêves qui sont brisés, des maisons centenaires, qui sont passées de génération en génération. Et là, ben, ça va être basé sur c'est la municipalité qui va avoir le gros bout du bâton et non plus le propriétaire qui pouvait négocier. Et pour moi, j'étais un peu déchiré parce que c'est sûr que il y a de la spéculation. Hein. Si j'entends parler peut-être qu'il y a un REM qui s'en vient, ça se peut que j'achète un terrain parce qu'on va me faire exproprier. Mais c'est un risque. C'est un risque d'affaires. Et là, ben, le risque est enlevé. Et on va dire, non, regarde, maintenant, c'est pas sur la valeur future, c'est la valeur actuelle. Merci, bye. Le côté émotionnel, le côté, tout ça va être mis de côté. Et, tu sais, souvent, ça fait 40 ans qu'on n'a pas revu cette loi-là. Ben, c'est peut-être parce que c'était correct aussi. Je me penche du côté des propriétaires là-dessus et non pas du côté de la municipalité parce que pour moi, c'est, il y a un côté, souvent, comment je dirais ça? Émotif. Hein? Émotif. C'est certain que si tu achètes un building, tu n'as pas d'émotion, tu es un spéculateur, tu n'as pas d'émotion. Mais pensons à ceux qui, ça fait 3-4 générations. Mettons, moi, on voudrait m'exproprier, là. Tu sais? Je fais comme, oh, OK. Mettons, tu sais, on va regarder. Je suis en campagne, puis on dit, parfait, on va passer l'autoroute chez vous, on t'exproprie. Il regarde mes revenus actuels, ça vaut ça. Mais moi, je suis en train de bâtir une entreprise pour le futur. Hein? Donc, si tu me tasses, mon rêve est brisé. Est-ce que je vais recommencer? Vas-tu me reconstruire ailleurs, quelque chose? Tu sais, je suis en train de bâtir une entreprise pour le futur. Combien qu'elle va, le futur? Personne ne le sait. Mais j'imagine qu'avec tous les efforts que je fais et tout ce que je m'en viens, que je pense que je m'en vais dans la bonne direction. Hein? À suivre, mais quand même. Hein? Accumuler des jours de maladie, tabarnouche. Tiens, dernière heure. Accumuler des jours de maladie. Moi, quand j'étais au gouvernement fédéral, maintenant, au gouvernement provincial, ils ne peuvent pas accumuler plus de 20 jours de maladie. Parce qu'il y en a qui partent en pré-retraite. Là, on parle, il y en avait qui avaient jusqu'à 100 jours. Travailler 5 ans au gouvernement, j'avais le droit à 15 jours, j'avais ça en banque. 5 ans fois 15. Je m'en allais pour prendre j'aurais déjà pris ma retraite aujourd'hui. Je serais déjà en... Et c'était ça qui était dans mon département. Je travaillais avec des vieux comptables. Donc, ils étaient tous sur le bord de la retraite, puis ils comptaient le nombre de jours de maladie qu'il y avait. Il y en avait qui en avaient jusqu'à 300 journées de maladie.
Puis il se déclarait un burn-out. T'sais. Prends pas tes journées de maladie, mon jeune. Hein, tu vas pouvoir partir tôt. Hey, je serais déjà à la retraite. Je sais pas ce que je ferais. J'ai déjà testé à la retraite à 40, donc je vais peut-être tester à 55. Mais ouais, donc pas plus que 20 jours de maladie. Ça, c'est pour les travailleurs, parce que si t'es un corps d'intermédiaire, t'es encore illimité. Comment ça se fait que quand le gouvernement ne met pas de loi, c'est pas la loi pour tout le monde? Pourquoi dire non, cette section-là, on va renégocier? Quand tu négocies, tu dis, gars, c'est fini. Pas plus de 20 jours de maladie. Tu sais, c'est un. Maintenant, ben, c'est sûr qu'est-ce qui se passe, ben, les gens vont les prendre, ces journées-là. Hein? Ils ont le droit. Donc, c'est pas pour rien qu'on voit aussi le taux d'absentéisme augmenter ou dans les places où ce que tu peux pas avoir plus que tu peux pas les accumuler. Donc, tu sais, moi, je suis plus en t'es malade, tu vas être payé. Ambitionne pas, puis à un moment donné, on a un lien. Là. Ris pas de moi, ris pas de moi en collant malade parce que tu l'es pas, tu vas être payé, mais moi, je suis plus dans là, tu vas dire, hein, les grandes entreprises, on peut pas faire ça. Ben, c'est ça, mais on paye. Hein? On paye, tout simplement. Il manque de diversité chez les juges depuis 5 ans. Depuis que la CAQ est au pouvoir, ils n'ont pas nommé beaucoup de juges issus de la diversité. On peut-tu régler quelque chose, là, à un moment donné? Un programmeur, là, on peut dire, ça prend quelqu'un de couleur, ça prend quelqu'un d'autochtone, ça prend quelqu'un avec 8 bras, pesant plus de 300 livres, pesant moins de 150 livres. Vous pouvez mettre les catégories que vous voulez pour les jobs. Je suis pas d'accord, moi je suis le talent en premier. Mais là, pour les juges, on va se calmer d'air, là. Hein? On peut-tu juste nommer un juge qui est un bon juge? Hein? Quelqu'un, et je suis tanné d'entendre les avocats dire à chaque fois, ça dépend du juge. Non, ça ne dépendra plus du juge. Croyez-moi, si j'étais le ministre de la Justice, là, moi, Jolin Barrette, là, je te ferais passer un examen à tout le monde. Hein? Que les gens qui font devant le juge ont le droit de juger le juge, c'est OK. T'étais 1 sur 10, parce que même si le jugement n'est pas de ton bord, tu as le droit d'être d'accord ou de ne pas être d'accord. Mais qu'on soit capable de ranker les juges et qu'il n'y ait plus de mauvais juges. Hein? On peut-tu prendre l'intelligence artificielle comme juge à la place? Ça serait bon de voir ça. Hein? Un juge comme intelligence artificielle, il n'y a pas de jugement. Il donne l'input, puis lui, tu sors ça. Voici, comme ça. Il n'y a pas de préjugés, parce que les juges ont des préjugés aussi. Hein? Donc, non à la diversité chez les juges. On veut des juges, point final. OK? Des juges qui sont bons, point final. On veut rien, on veut des bons juges. Le mauvais juge, t'es out. OK? Quand un avocat dit ouais, ça dépend du juge, ben comme citoyen, tu devrais dire, mais moi, je le veux pas, moi non plus. Hein? Si ça dépend du juge, on devrait dire, quand je refuse d'avoir ce juge-là, ou se débarquer d'un procès en plein milieu pour dire, regarde, il est pas bon, ce juge-là. Tu sais, à un moment donné, là, on veut un système de justice qui est juste et équitable, mais on veut pas entendre qu'il y a des mauvais juges, tout simplement. Hein? Voilà. C'est dit, c'est fait, pas autre chose. Il y a un livre qui est sorti de Julie Franqueur, je ne connais pas, qui parle du modèle agriculture et ça s'appelle Sortir du rang. Et dernièrement, je vous ai parlé du gouvernement qui va aider les petites entreprises et les entreprises porcines. Je pense qu'il va en aider 712 entreprises qui vont avoir en moyenne 50 000 $ pour les aider. Là-dessus, il y en a 683 qui est la relève agricole. Est-ce que le modèle agricole est malade? Certainement que le modèle agricole est malade. Mais là, on parle de dépression. Tous les entrepreneurs. Moi, je parle avec beaucoup d'entrepreneurs, pas tant que ça au point de vue agricole qui m'écrivent. Oui, il y en a, mais il y en a plus dans toutes sortes de milieux qui me parlent de leur détresse. Problème de cash flow, hein? Problème de croissance, problème de mise en marché. Tout le monde a les mêmes problèmes. Tout le monde s'arrache les cheveux de sa tête. Hein? Le milieu agricole veut qu'on rentre dans le rang parce qu'on a un syndicat, l'UPA. L'UPA va aider qui? Les entreprises sous gestion de l'offre. Et ce n'est pas juste moi qui pense ça. Il y a 2 ans, j'étais en jasette avec un sous-ministre qui a été sous-ministre de l'agriculture, très haut placé. Puis il m'expliquait, « Hey, regarde, tes affaires, ça n'intéresse pas l'UPA pantoute. Hein? Ce que l'UPA intéresse, c'est la gestion de l'offre. Le reste, là, ça les intéresse pas, les petites entreprises. » Quand est-ce que vous avez vu l'UPA parler du modèle de mouton, du modèle ovin? Hein? Quand est-ce que vous avez vu le développement de nouvelle agriculture? D'avoir une agriculture diversifiée. Vous voyez pas ça, là. Hein? Vous voyez pas ça. Donc, on forme les gens à l'école. Aller dans la vache laitière. Est-ce qu'on les forme pour faire du lait d'avoine? Ben non, on les forme pas là-dessus. Hein? Comment qu'on fait du lait d'avoine?
comment qu'on pourrait tester. C'est un nouveau marché. On ne les forme pas là-dessus pantoute, hein? On les emmène toutes dans le même entonnoir, aller travailler à Saint-Hyacinthe, et ça marche pas. Hein? C'est la relève agricole ne peut pas acheter une terre de 10 millions, tout simplement. Puis il faut arrêter de passer juste la relève agricole. Regardez le centre d'appel que Georges et moi, on a bâti. Nos enfants n'auraient pas pu l'acheter. C'est normal, ça devient gros, et c'est ce qu'on veut grandir. Donc, sortir du rang ou rentrer dans le rang, ben c'est ça la question. Hein? Il faut sortir thinking out of the box, là, mais il faut faire des choses différemment. Le modèle actuel est basé sur des grandes entreprises. Les grands producteurs laitiers vont continuer à grandir et c'est parfait, mais le petit qui va avoir 10 vaches ne peut pas. Hein? Il ne pourra pas s'en sortir, donc il va vivre de détresse. La machinerie ça va lui prendre n'aura pas de sens, il est condamné à grandir, alors qu'on peut faire différemment plus petit. Mon modèle, que je pense qu'il est un modèle gagnant, je ne suis pas le seul à le faire, mais on va le voir dans 5 ans, où j'en suis. Mais c'est ça, j'ai décidé de ne pas rentrer dans le rang. J'ai fait comme le livre, je suis sorti du rang tout en restant dans le fond du rang. Hein? Walmart, quelle belle entreprise. Hein? Je me souviens quand les Walmart sont arrivés au Canada, on a dit il va tuer les entreprises de quartier. Pas tout à fait. Hein? Il y en a qui sont disparus, mais le Walmart est devenu aussi notre magasin général de quartier. Hein? Et Walmart va bien quand il est en croissance. Walmart va bien quand ils sont en récession. Quel beau modèle d'affaires. Hein? Et ce modèle d'affaires-là est basé sur, regardez, si tu viens chez nous, tu vas avoir des bas prix. Hein? Tu vas peut-être avoir moins de qualité, on ne le dira jamais, mais tu vas avoir des bons prix surtout. Donc, quand on rentre chez Walmart, on le sait qu'on ne se fait pas avoir. Tout simplement. La même chose quand on rentre chez Costco, on le sait qu'on ne se fait pas avoir. Hein? C'est le modèle de Costco. On paye une carte de membre et on vient. C'est sûr qu'on va acheter en quantité industrielle, là, mais on le sait qu'on va avoir des bons prix, tout simplement. Donc, ces modèles d'affaires-là, basés sur les bons prix, tout en offrant quand même de la qualité puis un service, ça fonctionne en temps de récession, en temps de croissance. Si il y a de la croissance, il y a de plus en plus de gens qui vont y aller. Et s'ils sont en temps de récession, bien, les gens vont aller vers ces magasins-là. Puis regardez la croissance de Walmart. 22% depuis un an. C'est énorme, hein? C'est énorme, là. C'est Walmart. J'ai pas le chiffre, mais juste en croissance, c'est 67 milliards, je pense. C'est énorme, hein? C'est plus que la valorisation la valorisation augmentée de Walmart de 67 milliards. C'est plus que la valorisation de Target, qui est de 65 milliards, tout simplement, hein? Ford, notre Ford, c'est l'acier. Non, c'est pas ça. Ford va acheter du lithium du Québec. Moi, je me méfie tout le temps des nouvelles comme ça. Ford, bien entendu, il vend des F-150 ici, il va avoir le véhicule électrique. Et là, il a dit, ben, je vais acheter du lithium du Québec. Bon, il n'est pas encore disponible. C'est pas comme s'il va l'acheter. C'est pas comme s'il l'achète. Il l'a acheté. Il va acheter. Donc, moi, je me méfie tout le temps des nouvelles qui peuvent avoir de l'air d'une chose politique, mais si c'est le cas, tant mieux. C'est une bonne nouvelle. Il y en a besoin, tout simplement, pour être dans les règles du gouvernement. Donc, voilà, hein? Netflix, vous vous souvenez, hein, il y a quelques mois, on capotait bien raide le password sharing, puis tout le monde, hey, ça n'a pas de bon sens, je suis pas pour payer. Moi-même, je me suis dit, voyons, Caroline, hein, mais c'est comme ça. Avez-vous vu un problème, vous autres? Hein? Moi, j'ai pas vu personne. Je continue à passer pas passer, hein, on a un compte familial. Donc, je paye mon compte familial, puis il y a mes fils, mais des fois ils sont ici, puis des fois ils sont ailleurs, hein, puis tout va bien. Là, ça vient avec la pub. Puis le marché de la pub de Netflix, on pense à peu près 1,5 milliard de dollars. Et il a besoin, il fait moins de pression tout à coup sur les freeloaders. Les freeloaders, c'est ceux qui... Hey, regarde, écoute Netflix, hein, voici mon mot de passe, t'habites chez vous. Je te barre mon mot de passe, on appelle ça un freeloader. Hein? Dans les bars, quand je sortais beaucoup, puis on achetait, mettons, une table avec une bouteille de vodka, il y avait beaucoup de freeloaders qui se présentaient, souvent des filles. Allô? Ah, tu veux un gin? M'en prends 8! Ouais. Je me suis fait freeloader par, essayer ça de battre ça, là, par le fils de Guy Laliberté dans un événement. Alexandre Taillefer et moi, on avait acheté dans C2 une table pour l'événement principal et qui est venu boire nos bouteilles de champagne? Le fils à Guy Laliberté qui se prenait trop... qui se prenait pour un autre, tout simplement. Hein? Fait que Alexandre le sacrait dehors de la table. C'est un freeloader. Ouais. Ben, Netflix a besoin des freeloaders parce que
Eux autres veulent vendre de la pub. Mais si on a besoin de vendre de la pub, ils doivent dire à tel annonceur, regardez le nombre de gens qui écoutent. Donc, tout à coup, on fait moins de bruit parce que là, ils veulent avoir des freeloaders pour avoir plus de gens qui vont écouter de la pub. Donc, ils veulent avoir pas des gens qui payent, pas sur les comptes payants qui veulent les freeloaders, mais sur les comptes non payants. Ils ont besoin des freeloaders Netflix. Hein? Vous voyez comment ça change vite. Bud Light, 6e semaine consécutive à tomber. Hein? On parle de... Ils sont rendus à 22-24% de tombée. Et pendant ce temps, 26%. Depuis qu'ils ont utilisé une transe pour faire l'annonce de la bière, dans un monde de truckers, utiliser une transe n'était pas l'idée du siècle. Et pendant ce temps-là, Coors Light augmente de 24%. Hein? Au début de l'été. Hein? Donc, Bud Light risque de manger une volée pour un bon bout de temps, parce qu'au début de l'été, on consomme plus de bière en été. Et là, ils ont fait un dommage à leur brand solide en ne faisant pas attention qui était leur clientèle cible. Ils ont essayé de viser une autre clientèle, ça leur a pété d'en face. Donc, Coors Light en profite, tout simplement. Hein? Plus 24% de Coors Light, moins 26% Bud Light. Hein? Insolite. Il y a une dame qui... Moi aussi, j'ai des siffleux ici. Une dame à Kirkland a dit, ouais, j'ai un siffleux, je vais mettre une gage, je vais l'attraper. Parce qu'il fait des dommages à mes plates-bandes. Hein? Fait que là, appelle la ville, il dit, j'ai attrapé un siffleux, ce que je fais avec. Fait que l'inspectrice Jackie arrive, hein, avec son petit pad. Elle dit, avez-vous lu le règlement? Non? Ben voici 150$ d'amende, t'as pas le droit d'attraper des siffleux. Ouais, faut les laisser dans leur habitat. Hein? Fait que elle est allée devant un juge, elle a gagné. Ça a dû être un bon juge. Hein? Et là, la ville va changer son règlement. Hein? Là, écoute, la madame était de bonne foi. Là. Le siffleux magane tout. Hein? Et la ville veut des beaux terrains quand même. Là. Elle l'attrape, elle appelle la ville pour dire, regarde, je l'ai attrapé, je veux juste quoi faire avec, à quelle place le déplacer, puis elle vient sacrer une étiquette. Ah, ça, c'est pas drôle, par contre. La petite Madeleine McCann, il y avait une fille l'autre jour qui a dit, c'est moi, Madeleine McCann, une épaisse, là, qui voulait avoir son moment de gloire sur Instagram. Et il aurait trouvé le tueur qui est en Allemagne. Et là, ils sont en train de fouiller dans un réservoir qui aurait passé du temps là. J'espère qu'un jour, ils vont la trouver pour que les parents aient la paix et qu'ils retrouvent la petite Madeleine. Donc, ils sont en train de faire des recherches au Portugal. Hein? Hey, je vous ai parlé de sexe tantôt, hein? Récession de sexe. C'est sérieux, quand même. Puis là, des fois, ben, tu sais, des excuses pour pas avoir de sexe. Là, je suis trop stressé, je suis trop fatigué, trop ça. Hein? Mais non, je veux pas toujours parler de sexe, mais c'était ça dans les journaux. Probablement un long week-end. Il y en a qui ne l'ont pas eu, fait qu'ils ont décidé d'écrire. Ils font de la projection dans les journaux. Trop stressé, pas de sexe? Non. 3 fois par semaine, les amis. Hein? D'après moi, il y a quelqu'un qui passe les journaux puis il dit à sa blonde, as-tu vu l'article que j'ai écrit ce matin? Oh, non, ok, c'était un message. Donc, 3 fois par semaine pour réduire le stress, les amis. Hein? Fait qu'arrêtez de... Jeff Bezos vient de se marier. Lui, quand même pas pire. Hein? Jeff Bezos, il vaut 140 milliards. On a vu son yacht de 400 millions. C'est des peanuts pour lui. Hein? Et sur la proue en avant, c'est sa nouvelle blonde qui est là. Ben, plus sa blonde, hein? Parce qu'elle a déjà été sa maîtresse. Maintenant, il s'est marié avec. Et quand c'est séparé, quand même, il a donné la moitié de la fortune à son autre femme. Donc, ce gars-là il serait le plus riche au monde aujourd'hui, hein, si c'était pas séparé. Fallait-tu qu'il aime sa maîtresse, hein, pour laisser aller autant d'argent? Ben voilà, hein, dans le fond, il a le droit de se marier. Bon, il a fait capoter. Voilà, hein. Allez, la réponse à l'énigme. Mesdames et messieurs, 2LGBTQI+, voici l'énigme du jour. Call me, j'ai pas les paroles, là. Hein? Call me, my love, call me, anytime. Call me. Non, pas pris cette voix-là. 24 mai 1980, c'était la chanson Call Me qui était au top de Blondie. Blondie, son vrai nom, c'est Debbie Harry. Elle est née le 1er juillet 1945. Elle est toujours vivante. Elle a 77 ans. Et elle échappait au tueur en série en 1972. Elle marchait dans la rue, quelqu'un dit « Veux-tu embarquer? » On est en 1972. Elle a dit oui. En ouvrant la porte, elle a dit « Elle louche un peu. » Elle a fermé la porte, puis elle s'est poussée. Et c'était le tueur Ted Bundy. Hein?
Voilà, je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci d'être là. Merci d'être là tous les jours. Venez nous voir sur François Lambert. .one. Venez me jaser sur les réseaux sociaux. Ici, sur YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Il y en a un autre qui s'en vient. J'espère que non. Ça en fait déjà beaucoup. Ah, LinkedIn aussi. Allez, bye, bonne journée. Hein, on va faire un L'évêque. Et voilà, je suis bon, on maudit tout seul à ma console.